And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. J'aimerais vous souhaiter un merveilleux Noël 2025. Et j'espère que cette année qui va venir va être une année de paix et de prospérité. Bonjour à tous. Alors, exceptionnellement, nous sommes jeudi, il est 14h06. Ça sera diffusé dimanche, mais on s'en fout, c'est pas un problème. Ça sera diffusé dimanche, mais alors, les avoirs russes, le Mercosur, etc., ça sera décidé. Mais on va donner nos avis, point final. Hein? Comme ça, on pourra voir si nos pronostics sont bonnes. Eh oui, on va voir ça. Alors écoutons Madame von der Leyen. Ah, il y a un truc, je voulais quand même vous dire un truc. J'ai été interdit de X et je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Figurez-vous que sur X, je partageais le New York Times, le Washington Post, etc. Et puis quelques vidéos à moi. Franchement, alors peut-être qu'on m'accuse d'être, je ne sais pas, enfin bon, voilà. Alors votre compte a été détecté avec des comportements inauthentiques. Si on t'accuse d'être pro-russe, j'atteste, tu ne l'es pas. Oui, non, je ne suis pas pro-russe. Atteste, toi? Bon, bah écoute, très bien. Moi, je n'ai pas de compte sur X, donc je n'ai pas ce problème-là. Ouais, mais attends, j'ai un problème là. Non. Bah, tu coupes pas. Arrêtez le partage. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Hein. Bon, bah, qu'est-ce que t'as, Tatiana? Excuse-moi, mon choix, t'es pas très calé non plus en informatique, que je sache. Moi, je suis nulle à chier, c'est pas possible. Bon, bah alors. Si j'ai pas de compte X, c'est pas parce que ah non, il y a des raisons pour. Hein. Ouais. Attends, là, j'ai jamais même arrivé à télécharger une seule vidéo et de les faire passer à côté de moi. J'arrive même pas à faire une image et moi qui parle à côté. Non, mais c'est dramatique. Je suis nul. Mais plus nul que moi, je crois que ça n'existe pas. On va écouter Ursula. Alors ça, c'était donc il y a une heure, quoi. I totally support Belgium that they insist on having their concerns and worries accommodated. And we are working day and night with Belgium, and I want to thank the Prime Minister for his personal engagement here. It's absolutely understandable, and I support that if we take the reparations loan, the risk has to be shared by all of us. This is a matter of solidarity, a core principle of the European Union. What happens if there is no agreement today on the frozen assets? What happens then? We have to find a solution today. The President of the Council said, and I support him in that, we will not leave the European Council without a solution for the funding for Ukraine for the next 2 years.
nous ne quitterons pas le Parlement européen sans avoir une solution pour les 90 milliards que nous devons donner à l'Ukraine. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, Tatiana, cette histoire? J'aime bien ce terme, nous devons à l'Ukraine. Bon, quand on sait que déjà dans cette somme-là, il y a au moins 47 milliards qui vont rester dans l'Union européenne pour rembourser déjà les dettes qui ont été faites, je ne sais plus dans quel, enfin, je ne me rappelle plus tellement dans quel contexte, tu remets en question les faits de donner en Ukraine. Après, ils soutiennent le Belgique. Moi, je trouve ça c'est très louable de leur part. Mais en même temps, la Belgique, elle s'est déjà portée garant sur l'emprunt qui a été fait sur le petit que les avoirs russes portent. Donc, on a versé l'argent à l'Ukraine, qu'on a déjà versé, qui sont garantis par les pourcentages de ces avoirs. Imaginons que ces avoirs-là, on va dire, ben, ils sont rendus ou ils sont perdus ou je sais pas quoi. La Belgique s'est engagée déjà sur cette somme-là. Donc, les Belges, dans leur futur, ils vont rembourser déjà ces pourcentages-là. Ce n'est pas Attends, l'Union Tatiana, européenne qui va Tatiana, les faire. Oui? Tatiana, une petite minute. Quand tu dis de la somme dont tu parles, est-ce que tu parles des intérêts ou bien des des capitaux principaux qui sont générés? Les capitaux principaux sont placés. Ils rapportent de l'argent. On Mhm. a prêté l'argent à l'Ukraine qui sera garanti par cet argent-là, qui sera donc, qui va être rapporté. Mais si cet argent-là est rendu, il ne va plus rapporter cet argent-là. Donc, je veux dire, il faudra que quelqu'un se porte garant sur ces petits, donc, qui étaient dus, donc, je veux dire, après les avoirs russes, donc, c'est les pourcentages. Donc, il faudra quelqu'un qui se porte garant. Et déjà, la Belgique, il s'est porté garant sur cet emprunt-là. Donc, la Mhm. Belgique, déjà, elle s'est fait avoir une fois. Donc, je comprends que les deuxièmes fois, elle n'est peut-être pas tellement envie. Mais ce sera intéressant de voir ce que l'Union européenne a prévu dans cette, je veux dire, problématique-là. Quand la Belgique sera dans l'obligation de rembourser l'emprunt qui a été fait aux Ukrainiens, dont le garantie était les pourcentages de ces avoirs russes, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que là, l'Union européenne va être solidaire avec les Belgiques ou pas? Donc déjà, tu vois, je veux dire, il y a une interlope dans ce sens-là. Donc de parler aujourd'hui qu'encore une fois, les Belgiques, entre guillemets, on va prendre ces avoirs-là, ben, je comprends qu'elle n'est pas contente. Mais moi, je voudrais bien déjà que Madame Ursula, qui comprend les préoccupations belges, résout le problème qui va rembourser, je veux dire, les pourcentages. Parce que l'Ukraine a touché de l'argent qui était déjà garanti par ses emprunts. Parce que l'emprunt était garanti déjà par ça. Et la Belgique, elle n'a pas demandé à l'époque le fait qu'il fallait que toute l'Union européenne se porte garant là-dedans. Ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner. Donc, ils étaient persuadés qu'ils allaient jamais les rendre cet argent-là. Donc, à l'époque, Belgique, elle n'a rien dit. Donc, la Belgique, elle est déjà, on veut dire, jusqu'au cou dans cette affaire. Aujourd'hui, cette problématique, dans ce coup, elle s'expose. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on voit bien qu'on sera peut-être obligé de le rendre. C'est pas un problème d'être légal ou pas légal, non. Le problème, c'est que la Russie gagne. Mais la Belgique, elle est déjà elle est déjà dans ce pétrin-là. Elle est déjà engagée. Donc, et ça, personne n'en parle. Donc, c'est déjà la problématique numéro un, en tout cas en ce qui concerne les Belges. Oui, vraiment. Euh, alors, est-ce que ça va se faire? Ça va se faire. Non, J'espère que non. non. Parce que Des si jamais il votes. y a quelque chose qui se fait, le problème, c'est que ça va automatiquement rendre peu crédible l'Union européenne pour tous les fonds qui pourraient être détenus là-bas. Donc, les gens vont carrément se désolidariser parce que les gens vont se dire, si demain, moi, j'ai de l'argent là-bas et que pour X ou Y raison, on veut me mettre une pression et qu'on me retire mon argent, c'est pas la peine que j'aille là-bas. Je vais chercher d'autres plateformes qui peuvent être beaucoup plus sécuritaires que l'Union européenne. Ça va vraiment porter un coup à l'économie européenne, mais on dirait que Madame van der Leyen semble être
le capitaine du Titanic qui veut foncer vers l'iceberg. Vraiment. Et je pense il y aura un vote. Je pense qu'il y aura beaucoup de pays qui vont se prononcer contre. Je pense que l'Union européenne, enfin l'Ursula et comment dire tous ces petits sbires, ils vont passer ça en force. Parce qu'encore une fois, l'argent russe, les avoirs russes, ils sont déjà intégrés dans l'économie européenne. On ne peut pas les sortir comme ça, d'autant plus qu'il y a déjà un trou énorme. Donc, elle va passer ça en force et ça va provoquer un séisme monstrueux. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Tatiana, il y a un problème. Je crois que l'Italie aussi est contre. Je dis, il y aura beaucoup de pays qui vont voter contre. Beaucoup de pays vont s'opposer. Et à partir du moment quand l'Union européenne va forcer là-dessus, parce que je vous dis encore une fois, l'argent, il est déjà dans l'économie européenne. On ne peut pas le sortir comme ça. On ne sait même pas où le placer, mais en tout cas, on sait qu'on ne peut pas le sortir aussi facilement. D'autant plus qu'il y a déjà un gros trou dans l'Union européenne qu'il faut combler. Et ces avoirs-là, ils serviront à ça. Puis, il y a une autre problématique. Aujourd'hui, l'Union européenne ne peut plus émettre une dette pour les États européens parce qu'il a besoin d'une garantie pour cette émission. Le dollar, aujourd'hui, il est dans une situation, comment dire, pas très certaine, puisque Trump est, comment dire, il fait un peu de misère là-dessus. C'est pour ça, quand je dis toujours fin septembre que l'Union européenne n'existe plus techniquement, en tout cas, c'est tout simplement parce qu'il a plus de garantie pour émettre une dette. Donc, ils n'ont pas le choix. C'est une vision à très court terme, mais ils n'ont pas le choix. Donc, je suis persuadée qu'ils vont le passer en force et ça va provoquer un séisme. Faisons de la politique fiction, enfin, mais comment veux-tu qu'ils le fassent? Parce que il faut avoir la majorité, non pas seulement la majorité, il faut que tout le monde puisse voter pour. Or, il y aura déjà la Hongrie, il y a l'Italie apparemment, il y a la Belgique, ils ont changé les termes de leur vote. Ce n'est plus à l'unanimité. Ils ont changé exprès justement pour que ça soit à la majorité. Donc, c'est ça va définitivement être déterminant. Et si jamais la majorité, quand on voit les pays baltes et autres qui voudront nécessairement faire quelque chose pour soutenir l'Ukraine, donc automatiquement, l'Europe va se jeter dans un gouffre et bonjour l'ambiance. Oui, mais la majorité, c'était uniquement pour le renouvellement du gel. Ils l'ont déjà fait justement pour le gel. Même pour le gel, c'était à l'unanimité. Ils l'ont changé. Oui, ils l'ont changé, mais là, ils l'ont pas changé. Enfin, on est jeudi à 14h17, ils ne l'ont pas encore changé. Mais ils peuvent le faire pour justement rester dans la même logique. Non. Ils ont déjà, comment dire, ils ont plus dit que ce sont des gels jusqu'à la paix ou jusqu'à, on va dire, l'enlever de sanctions. Ils ont déjà dit que c'est un gel éternel. Donc déjà, quoi qu'il en soit, ils ont déjà dit que cet argent-là ne sera jamais rendu. Et quand on écoute en Russie, donc les journalistes, les politologues, enfin les gens qui donnent les interviews dans ce sens, ils disent tous que les questions qui se posent aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que cet argent-là sera volé ou pas. Les questions, c'est qui va le voler. Mais qu'il sera volé, je veux dire, c'est sûr et certain. Et excusez-moi, Michel, tu vas le dire. Je te dis, elle va être passée en force et ça va provoquer un séisme parce que ça va donner la possibilité aux plusieurs États dans l'Union européenne de entamer le processus pour s'extraire de l'Union européenne. C'est là-dessous que ça va provoquer un séisme. Et je suis persuadée que c'est comme ça que ça va être. Peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement. Mais Tatiana, sur quelle base tu dis qu'ils ont déclaré que ça va être éternellement gelé? Parce qu'ils l'ont déjà dit. Ils ont déjà annoncé que c'est un gel qui est un gel, on va dire, à toujours. Ils n'ont pas mis la date butoir. Ils ont dit c'est gelé, point. Ils ont déjà dit qu'ils allaient. L'Union européenne. Il y avait déjà une annonce qui était faite. Qui est dans l'Union européenne? Est-ce que c'était Van der Leyen? C'était quelqu'un? J'ai vu. C'est Van der Leyen ou Kaka Kallas, là? Barrot qui a dit ça. Oui. Mais en tout cas, je veux dire, non, mais je veux dire, encore une fois, techniquement, ils ne peuvent pas le rendre. Cet argent-là, il est intégré dans l'économie européenne. Il est intégré, ils ne peuvent pas le rendre, d'autant plus qu'il y a déjà des trous énormes là-dedans. Déjà. Donc, je veux dire, c'est pas possible. Donc, ils vont les passer en force.
Ils vont les passer à force, même en sachant que c'est destructeur, ils ne peuvent pas les rendre. Donc, il faudra trouver d'autres responsables et il faut provoquer un séisme pour quelque part peut-être faire des choses beaucoup plus importantes pour qu'on oublie cet argent-là. Donc, il ne peut pas les rendre. Je ne sais pas s'ils vont les passer en force. Je ne sais pas s'ils vont dire, je ne sais plus quel autre interlocuteur, mais ils ne peuvent pas le rendre. Donc, ça va être dramatique. Oui. Le problème dans tout ça, c'est que les personnes qui vont en baver, ce ne sont pas les personnes qui auront pris les décisions. Ouais. Parce que ceux-là, ils ont déjà leur retraite assurée et leur avenir assuré. Et c'est là où, quelque part, je trouve que en Europe, que ce soit dans l'Union européenne ou dans des nations européennes comme par exemple la France, les responsables ne sont pas rendus responsables de leur gestion. On ne leur demande pas des comptes et on ne les pénalise pas si jamais il y a eu des mauvaises gestions. Et c'est ça qui est dommage. On va, justement, à propos de responsables, on va écouter Monsieur Macron. Qui responsable il est vraiment pas évident. Juste pour dire que ce conseil est extrêmement important pour nous, parce qu'il vient à un moment clé pour montrer que notre Europe peut continuer de protéger son territoire, ses citoyens, sa sécurité, son économie, son agriculture. Et sur chacun de ces sujets, c'est la capacité de l'Europe à protéger. D'abord, quant à la guerre en Ukraine, nous allons recevoir le président Zelensky après la réunion qui s'est tenue à Berlin en début de semaine. Et encore une fois. Et sur ce sujet, je veux ici redire l'importance d'abord d'immobiliser les actifs gelés russes. La décision a été prise, les Européens l'ont prise et on s'est donné de la visibilité. Deuxièmement, nous avons maintenant besoin de donner de la visibilité aux Ukrainiens pour financer leur effort de guerre. C'est la décision que nous devons prendre. Il y a plusieurs options qui ont été mises sur la table par la Commission européenne. Il y a des discussions importantes qui ont été engagées pour utiliser ces actifs gelés russes. Je veux ici dire qu'on doit rassembler tout le monde. On trouvera une position qui permettra de décider. Et c'est pour moi l'objectif de ce Conseil. On doit donner de la visibilité à l'Ukraine, on doit permettre de continuer de mener l'effort de résistance et nous devons être là en soutien pour construire une paix juste et durable. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les actifs russes en France ne sont pas mis aussi. C'est curieux ça, Tatiana, les actifs russes en France. Le premier qui a mis la main dans le bulletin, nos petits Macron là. Et ce qui est intéressant, on parle de visibilité, d'accord, bref, il parle des actifs, il parle des efforts de guerre et tout, mais moi ce qui me surprend, et ce qui surprend d'ailleurs pas mal les Russes, qui sont en train de, entre guillemets, bien se moquer de nos efforts démocratiques, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui prend les décisions sur tous ces sujets-là est une personne qui n'a été élue par personne. Je parle de Ursula. Personne n'a jamais voté pour elle. C'est, on va dire, une personne la plus importante en Europe qui prend les décisions. Et c'est elle qu'on met toujours en avant en disant que l'Europe nous protège. Puis on a des présidents aujourd'hui de notre petite passante trinité, donc des volontaires, qui sont jamais été aussi impopulaires dans leur pays. On dit qu'ils sont légitimes, mais en tout cas, eux, ils s'autorisent de se prononcer au nom de leur population, au nom de leur pays, en sachant très bien que les pays et la population ne les soutiennent pas. Puis on parle de l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un a posé la question aux Ukrainiens? Aujourd'hui, on a un démocratiquement soi-disant périmé qui court partout en parlant que les Ukrainiens, ils ont besoin de faire cet effort dans la guerre. Bon, je comprends bien qu'ils parlent partout parce que là, je vous dis, à Kiev, c'est pas très commode. Il fait trop froid, il n'y a pas d'électricité, il y a des bombes qui tombent un peu à droite, à gauche. Donc, il est beaucoup mieux à Paris, à Londres ou à Berlin. Mais néanmoins, je veux dire, est-ce que quelqu'un a posé la question à la population ukrainienne? On a un type qui se balade partout, qui, selon la constitution ukrainienne, n'est absolument plus légitime et qui se prononce au nom de cette population-là. Donc aujourd'hui, dans ce monde soi-disant démocratique, les gens qui décident notre destin de tous n'ont aucune légitimité à se prononcer en notre nom. Néanmoins, ils se l'autorisent et ils le font sans aucune contrainte.
Mais alors dis-moi, les actifs russes en France, ils sont immobilisés également, mais est-ce qu'ils vont être donnés pour le prêt, pour ce prêt-là? Alors, plusieurs personnes, surtout on va dire des journalistes anglophones, disent que c'était les premiers qui étaient volés. Et là, on utilise bien les termes volés et pas les termes entrés dans l'économie. Parce que si l'argent qui est en Europe est rentré dans l'économie européenne, donc les extraire, c'est extrêmement complexe, l'argent russe était tout simplement évaporé. Donc, on n'en parle jamais de cela, on parle jamais la question, Monsieur Macron, c'en est où avec les avoirs russes, on ne parle que des avoirs européens. Et ce qui est très étonnant, c'est que la somme qu'on veut, soi-disant, donner, prêter ou je ne sais pas quoi aux Ukrainiens, dans lesquels déjà on extrait une bonne partie pour récupérer les dettes, elle n'intègre jamais l'argent qui doit normalement se trouver en France. Jamais. Ouais, 24 milliards. Vous connaissez le proverbe qui dit qu'il ne faut pas réveiller le chat qui dort? Surtout quand une souris. Ouais, je pense que c'est effectivement ce qui se passe si on ne parle pas des avoirs qui sont en France. Il y a peut-être une bonne raison pour laquelle on n'en parle pas. Il se peut que ça, on n'en parle pas justement pour ne pas attirer l'attention sur ce qui n'existerait peut-être plus. Enfin, il y a quand même des bateaux, etc., etc. Je vois des biens, des villas et compagnie. Bon, La Russie, donc la Russie vient donc la Banque centrale russe a porté plainte. Donc, et la justice russe, après me dire que c'est la justice russe, d'accord, mais enfin, en tout cas, elle s'est prononcée en donnant l'autorisation donc aux autorités russes sur tous les territoires russes de confisquer les biens qui appartiennent à l'Europe. Oui, on peut dire que tout le monde s'en fiche du fait que c'est la justice russe qui se prononce, mais en tout cas, les Russes ils sont extrêmement pointus sur tout ce qui est juridique. Donc, ils s'octroient ce droit-là et surtout, ce jugement va être mis en avant par rapport à tous les autres. Donc, aujourd'hui, l'Europe va se prononcer concernant les avoirs russes. La justice russe s'est déjà prononcée concernant tout ce qui se trouve sur le territoire russe et qui appartient aux Occidentaux. Donc, il suffit juste, n'importe quel petit entourloupe, que la Russie récupère non seulement la somme correspondant à cet argent-là, mais je crois qu'il récupère un tiers de plus. C'est comme ça, en tout cas, ça part dans les dommages-intérêts. Néanmoins, même s'il récupère cet argent-là, je veux dire, c'est une compensation par rapport aux avoirs. Les avoirs, il peut toujours prétendre à les récupérer et surtout prétendre récupérer les pourcentages sur lesquels la Belgique s'est portée garant. Donc, c'est un désastre. Un désastre. Le fait que la Russie gagne la guerre, c'est un désastre pour l'Europe aussi de ce point de vue. Non seulement ils ont investi énormément d'argent, se disant qu'après on va refaire sur la bête qui ne crève pas de bol, mais en plus ils ont suffisamment volé dans cette affaire-là qu'à un moment donné il faudra payer. Et ce sera très dommage effectivement que Madame, ma jumelle maléfique, la petite Ursula, parte, on va dire, à la retraite quelque part dorée avec tous ses nombreux enfants et que cela coule douce. Ce sera très dommage. Mais après, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont trouver, quel accord ils vont trouver là-dessus. Voilà. Mais... Tatiana, j'ai une question là. J'ai entendu parler que ce que tu viens de dire, que la Russie a déjà pris la disposition juridique en premier. C'est-à-dire qu'ils ont déjà porté plainte contre Euroclear et compagnie. Et que justement, il y a beaucoup d'actifs européens et occidentaux qui sont à Moscou, donc qui sont en Russie. Et que le président Poutine ou son gouvernement peut à chaque moment le geler ou même le prendre. Mais j'ai entendu encore un autre argument qui disait que, tu me confirmes, la semaine dernière, je voulais poser des questions, mais quand tu n'étais pas là, j'ai entendu une autre thèse que la Russie ne va pas se baisser d'être voleur comme des Européens. Donc, ils ont trouvé une solution que je trouve c'est très, très intelligente, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les entreprises qui ont des actifs, qui ont des biens en Russie, de se joindre à eux pour porter plainte contre l'Europe. Est-ce que c'est exact?
Je ne sais pas. Je sais simplement que la Russie, effectivement, il veut bien se différencier devant les yeux du monde entier, en tout cas devant la majorité, on va dire absolue, celle qu'on ne prend jamais en considération en Occident. Elle veut justement montrer l'exemple en disant que nous, on agit d'une façon, on va dire, légitime de tous ces procès, de toutes ces démarches-là. Je ne serai pas surprise que c'est le cas. Je ne serai pas surprise. En tout cas, il y a aujourd'hui pas mal de, on va pas dire fuite de capitaux, mais peut-être des retours de capitaux. Et il y a pas mal d'argent qui reviennent, on peut, en Russie, justement parce que, en Russie, en devenant russe, parce que c'est une façon de le protéger. Voilà. Donc ça, je sais qu'il y a pas mal d'investissements qui retournent hein, en Russie. Mais ça, c'est fait depuis quelques, on va dire, semaines, voire mois. Est-ce qu'ils vont faire cette démarche-là? Je ne serais pas surprise, mais je ne sais pas. Ça, j'ai entendu parler par les presses asiatiques. Hein, et encore autre chose. Vous avez dit tous tout à l'heure à peu près que la banque de vol tous ces argents. Mais j'ai entendu parler aussi que les Américains, ils ont fait beaucoup de pression pour que les Européens retirent leurs mains voleurs. Alors, je fais confiance parce que regardez, avant qu'ils se sont rencontrés à Berlin, hein, Witkoff et le gendre de Trump étaient allés voir Poutine à Moscou. Il y avait une autre ambiance. Ensuite, ils sont retournés. Ils se sont rencontrés à Berlin avec Metz et puis Macron et toute la compagnie et tout ça. Le discours, il est un peu varié maintenant. C'est comme dit Philippe ce matin ou hier dans le point de presse, on ne sait même pas de quoi ils ont parlé et quels sont les résultats. C'est complètement secret. Mais j'ai entendu parler que les Américains, ils ont fait beaucoup de pression pour que von der Leyen arrête de voler cet argent. Et peut-être justement grâce à la pression américaine qu'ils ne vont pas le faire. Donc, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'ils vont le faire. Je répète encore une fois, ils ne peuvent pas ne pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce qui se passe aujourd'hui, avec ces avars, c'est justement pour provoquer le séisme en Europe. Aujourd'hui, je veux dire, l'Union européenne, elle représente un danger. En tout cas, l'Union européenne, à la base de laquelle il y a les euro-atlantistes, on va dire le bloc de mondialistes. Aujourd'hui, elle représente un danger aussi bien pour la Russie que pour les États-Unis. Donc, on va profiter de ce fait, justement, pour l'imploser. Ils ne peuvent pas rendre cet argent-là, ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'il y a une telle panique. Donc, et c'est pour ça que de chaque côté, chacun agit de sa façon. Après, tu as parlé d'ambiances différentes. Et c'est vrai, quand tu vas Witkoff et Kouchner, quand ils sont allés en Kremlin, ils ont traversé, donc à pied, ils sont arrivés à traverser la place russe, la place rouge, sur laquelle il y a énormément d'installations. Il y a sur la place rouge maintenant, il y a un grand glace, on peut faire du patin à glace. Donc il y a où tu peux acheter plein de cadeaux de Noël, je sais plus comment on appelle ça, donc un marché de Noël, c'est ça. Ils ont traversé à pied la place rouge avec tout le monde qui était autour. Personne n'a été évacué. Il n'y avait aucun service d'ordre qui a protégé ces personnes-là. Ils ont traversé à pied, on a énormément de vidéos là-dessus. Quand on regarde la même arrivée en Allemagne, toutes les routes étaient vidées. Tout était barricadé, je veux dire, il n'y avait pas un chat dans les rues. Donc déjà, rien que dans ce fait-là, tu peux voir l'ambiance de la population auquel on ne s'adresse jamais pour demander ce qu'elle en pense. En Russie, je veux dire, c'est même, ils ont traversé, on les a même pas regardés, quoi. Tu vois, les poussettes, les gamins, enfin, des gens qui parlent, je veux dire, ils ont traversé ça au plein milieu. Personne ne les a remarqués. Ils sont allés au Kremlin dissoudre, on va dire, le destin du monde. Tu vois la même chose en Allemagne, tu vois la même chose en Ukraine, tu vois la même chose en Belgique. On barricade tout. On protège tous ces arrivées de ces gens-là. De qui? De propre population de ces endroits, c'est-à-dire de la population allemande qu'on projette les gens qui vont faire paix, soi-disant durable. C'est ça qui est dingue. Donc rien que là-dedans, tu peux commencer à te poser la question, mais c'est quoi le truc?
Oui, alors nous allons revenir à la guerre en Ukraine. Tu voulais dire quelque chose, Michel? Non, non, c'est bon. On va revenir à la guerre en Ukraine et sur la flotte fantôme russe. Surtout, ce qu'on annonce, c'est qu'on Oh là pourrait là. s'attaquer à cette flotte fantôme qui fait transiter sur les mers du monde le pétrole russe, qui est visé par des sanctions. Les Américains n'ont jamais rien fait. Et on sait que dans la flotte fantôme russe, il y a probablement, c'est des évaluations, entre 600 et 1000 bateaux. Tous ne sont peut-être pas officiellement sanctionnés par le département du Trésor, mais on peut présumer qu'il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'a fait hier soir Donald Trump, ou avant-hier, on n'en sait rien. En fait, c'est Bloomberg qui a eu le scoop dans la nuit. Il a prévenu les Russes, officieusement, que s'ils ne se ralliaient pas à la proposition de paix qui est sur la table, on allait vraiment augmenter le rythme de la pression économique. Et là, tu peux évidemment en déduire que ce sont ces bateaux que les Russes ne reconnaissent pas faire partie de leur flotte, puisque par définition sont fantômes. Alors quand ils sont arrêtés ou quand ils sont attaqués, comme c'est arrivé beaucoup en mer Noire, par des drones ukrainiens, ils ne peuvent rien dire, sinon que, ah oui, peut-être, mais ils savent pertinemment que c'est souvent leur pétrole et donc des rentrées importantes de devises qui sont visées quand ces bateaux qui sont attaqués à raisonner. Et là, les Américains, en filigrane, disent, attention, on pourrait augmenter donc nos mesures de rétorsion, sachant qu'on est probablement très près de quelque chose. Très, très près. Et d'autre part, il faut entendre les Ukrainiens comme les Européens dire on a obtenu des choses fantastiques parce que par définition, ils vont marcher sur la peinture. Et les Ukrainiens et les Européens vont avoir à ravaler quelque chose. À la table de négociation, il y a évidemment des concessions lourdes pour les Ukrainiens qui ont été faites sur la cession de territoire, probablement. Des territoires même pas conquis par la Russie. Alors, c'est probablement là que Trump dit, en ce moment, en coulisses, aux Russes, il y a une limite à ce qu'on va pouvoir nous faire encaisser aux Ukrainiens d'abord et par extension aux Européens. Alors, ce coup de fil, bon, il n'est pas prouvé du tout qu'il y ait eu un coup de fil entre Trump et Poutine là-dessus. Mais est-ce que c'est probable qu'il y ait ce genre de choses? Comme le Venezuela, en fait. Comme pour le Venezuela, la piraterie peut... Il y a déjà les premières choses, je voudrais bien quand même qu'on parle de cette fameuse flotte fantôme. J'adore la terminologie, flotte fantôme. On va bientôt passer à la menace fantôme. Fantôme, ouh. Bref, ça veut dire quoi déjà fantôme? Alors, vous savez qu'il y a jusqu'alors, il y avait une quasi-monopole d'assurance, qui était donc pour tout ce qui circule sur la mer, qui était pris en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, il y a une quasi-monopole dessus. C'était genre, tu payes, je veux dire, le droit de passage sur tous les mers. Quand cette affaire-là a commencé, les bateaux russes, on leur a refusé d'avoir une assurance. Donc, en disant, vous n'avez pas d'assurance, vous ne pouvez pas circuler. En ce moment-là, il y a nos amis des Indiens qui travaillent quand même pas mal, on va dire, et qui savent très bien comment ça fonctionne en Grande-Bretagne. La preuve, c'était leur ancienne colonie. Et ils se sont dit, chouette, il y a un marché à prendre. Et ils se sont mis à vendre les assurances. Les mêmes, mais au moins cher que ceux que nos amis britanniques. Les Russes, ils ont acheté ces assurances. Donc, ces bateaux, ils sont assurés. Ils sont juste pas assurés auprès d'assurances britanniques, c'est-à-dire qu'ils sont devenus invisibles pour les Occidentaux. Ils sont tout à fait visibles, tu les vois bien passer, enfin, bref. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Russes et les Indiens, ils ont ouvert une petite brèche dans ce domaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de pays qui se sont dit, chouette, alors du coup, on peut aussi avoir une assurance pour nous moins chère. Et leur petit main, comme ça, ils ont traversé la moitié du monde, et ils sont allés voir des Indiens en disant, est-ce que nous, on peut faire pareil? Donc, aujourd'hui, donc depuis plusieurs mois, il s'est développé toute une flotte fantôme qui n'est pas forcément russe, qui circule en dehors des yeux de l'Occident. C'est pas russe. Non, mais je veux dire, même pas, qui n'a rien à voir avec le Russie, qui circule en dehors de l'Occident, donc forcément fantôme, mais qui est finalement assuré. Ça veut dire qu'il y a plein de pays aujourd'hui, indépendamment de la Russie, sont devenus fantômes parce que ils ne s'assurent plus auprès de la Grande-Bretagne, ce qui les fait perdre énormément d'argent. Bon, ça, c'est la première chose. Admettons, mais oui, et c'était pas ma question.
Non, je veux dire, déjà, quand on dit que c'est forcément des bateaux russes, je veux dire, c'est même pas, je veux dire, on peut dire non, qu'ils c'est ont pas des bateaux russes, ça peut être n'importe quoi. mais je veux dire, ils peuvent même rien avoir avec la Russie, ils sont juste, on va dire, en dehors des assurances britanniques. Deuxième chose qui est importante, on parle de pétrole russe. Écoutez, la Russie, elle fait circuler son pétrole par la mer froide. Ceux qui passent par la mer Noire, c'est ceux qui viennent d'Azerbaïdjan ou de Kazakhstan. Et ça, c'est pas un pétrole russe. C'est un pétrole ou britannique, s'il vient d'Azerbaïdjan, ou américain, s'il vient de Kazakhstan. Et il passe par le port russe, oui, mais la cargaison dans ces bateaux-là n'est absolument pas russe. Et c'est peut-être pour ça que les bateaux, on les explose vides. On dit peut-être que c'est une problématique écologique. On a bien fait sauter un gazoduc, on ne s'est pas vraiment préoccupé, je veux dire, des petits poissons qui étaient autour. Et un bateau qu'on explose, qu'il soit vide ou pas, je veux dire, les petits poissons en bas sont pas très contents. Donc, de dire qu'on est en train de, excusez-moi, d'abîmer les bateaux dans les mers Noires parce qu'on lutte contre les flottes fantômes russes et qu'on tape sur leur portefeuille avec les histoires de pétrole, c'est faux. Parce que c'est ni les pétroles, ni les bateaux. La seule chose, c'est les pétroles. Ce que j'aimerais savoir, c'est que si M. Poutine entend M. Trump dire « je vais taper sur les pétroliers qui transportent, eux, du pétrole russe », il y en a. Parce que ce n'est pas les Américains qui tapent sur les pétroliers. Est-ce que ça peut être un problème et est-ce que ça peut être à ce moment-là un truc de négociation? Les Américains, ça les embête parce que, je veux dire, encore une fois, il s'agit de leur pétrole. Première chose. Deuxième chose, je veux dire, ce que Trump et Poutine font ensemble, je suis désolé, je suis pas là. Je suis pas branché sur leur écoute. Est-ce qu'il y avait un coup de fil ou pas? Je n'en sais rien. Je dis simplement que dans cette affaire-là, je suis désolé, je comprends. Je veux dire, est-ce qu'ils se sont appelés? Je ne sais pas. Je dis simplement que les Américains n'ont aucun intérêt au fait que les bateaux qui transportent leur pétrole soient attaqués, même s'ils sont attaqués vides. Première chose. Deuxième chose, qui a l'intérêt dans le blocage dans la mer Noire? Aujourd'hui, c'est ça. On veut rendre la mer Noire impraticable pour tous les bateaux. Qui a l'intérêt à ce que la mer Noire soit bloquée? Et effectivement, en grande partie, il sera bloqué pour les bateaux russes qui n'amènent pas le pétrole. Non, les bateaux russes qui passent par les mers Noires, vous savez où ils vont? Je vous donne en mille. Où est-ce qu'ils vont, les bateaux qui passent par les mers Noires, les bateaux russes? Réfléchissez un peu, essayez de vous imaginer un peu le monde. Ils vont en Afrique. Oui, et alors? Et alors, donc, les bateaux russes, ils vont en Afrique. Ils vont voir les... Ils apportent du blé en Afrique. Et pas que du blé. Oui, bon, et pas que du blé. Et beaucoup d'autres choses, d'accord? Donc, aujourd'hui, la France, qui s'accroche toujours, et ça c'est monsieur Lavrov qui le dit, et je lui fais plutôt confiance, qui s'accroche toujours à sa boutonnière en disant « laisse-nous l'Afrique, on vous laisse l'Ukraine, laisse-nous l'Afrique. S'il vous plaît, laisse. » Ça fait depuis tout ce temps-là. Débloquer les bateaux, débloquer la mer Noire, c'est débloquer la Russie, l'accès à l'Afrique. Première chose. Deuxième chose, c'est lui qui a réellement appelé Poutine. Trump, je sais pas, je sais, mais je sais que c'est lui qui a appelé à Poutine en disant il faut effectivement faire quelque chose, c'est Erdogan. Parce que si on ne circule plus dans la mer Noire, donc si on ne passe plus par les Bosphores, la Turquie perd énormément d'argent là-dedans. Oui, et là, puis, Tatiana Erdogan a également appelé Poutine parce qu'il y a des bateaux turcs qui ont été coulés. Oui, mais il n'a pas appelé pour ça. Parce que le bateau turc qui était coulé, c'est un bateau qui, soi-disant, amenait l'aide humanitaire pour l'Ukraine. Il a pris beaucoup de temps à brûler et surtout exploser. Donc, on a toutes les preuves comme quoi, à M. Erdogan, dans ce bateau-là, soi-disant, qui amenait une aide humanitaire, il y avait surtout des armes. Donc, il n'est pas le mieux placé. 3 bateaux à Odessa. Il y a 3 bateaux et il y a un bateau turc. Donc, mais en tout cas, je dis c'est des armes. Mais là, ce qui est intéressant, et là, ce qui est intéressant dans ce, je pense que Poutine, quelque part, c'est un judoka, et je pense que il connaît la réaction des Occidentaux, exactement. Et il savait très bien que cette chose-là va se produire. Je veux dire, on a l'impression qu'il prévoit tous les coups. Parce que, vous voyez, Odessa, il y a un place d'armes qui est fait
pour justement d'aller sur Odessa depuis plusieurs mois. Les Russes sont prêts à aller sur Odessa depuis plusieurs mois. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce que s'ils allaient à Odessa, comme ça, je dis ça rien, la première réaction qui était, c'était par exemple de la part de Turquie, c'est de dire, vous attaquez Odessa, on a besoin de le protéger, donc on ouvre les Bosphores aux bateaux militaires de l'OTAN qui peuvent venir aider la pauvre petite Odessa. C'était très logique. Donc les Russes n'avaient aucun intérêt de se fâcher avec les Occidentaux sur ce point de vue. Maintenant, il y a les bateaux qui explosent. Erdogan, il n'a aucun intérêt que ça continue. Donc, on a un accord implicite de dire il faut qu'on arrête. La Grande-Bretagne et la France, c'est les deux pays que la Russie accuse ouvertement dans cette situation-là. Et il faut qu'on arrête leur nuisance. Donc aujourd'hui, la Russie a des mains, on va dire, déliées pour aller sur Odessa. Pourquoi? Parce que c'est très bien que Erdogan est dans le même intérêt. Tu peux ne pas me croire. Je te donne dans ma version, tu as le droit d'avoir la tienne. En tout cas, Erdogan, aujourd'hui, on se rassure du fait qu'il ne va pas passer par Bosphore les bateaux de l'OTAN. C'est ça qui était le plus important. Il fallait avoir une raison pour agir en Odessa. Cette raison-là, elle était gentiment offerte, à commencer par petit Macron, lequel très souvent, je soupçonne, travaillait pour Poutine, parce qu'il n'est fait que des trucs pour le délier des mains dans toutes ses actions. Là, pour ça, Macron, quelque part, je dis, je l'adore. Parce que je ne sais pas s'il le fait ou exprès ou pas, mais là, dans cette affaire-là, il savait qu'ils allaient bloquer les bateaux russes. Il savait, parce que aujourd'hui, c'est un problème africain. Il savait qu'au moment où les bateaux seront bloqués, au moment où la Turquie sera, entre guillemets, mise dans une situation où il faudra quand même qu'elle choisisse plutôt dans ses intérêts ou dans les autres intérêts, que finalement, ça va se produire. Et là, il aura des mains déliées pour aller à Odessa. C'est ce qui vient de se produire. Voilà. Tu comprends? Je crois vraiment pas que les Russes aillent jusqu'à Odessa. À mon avis, c'est pas possible pour eux. C'est vraiment parce que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire là? Non. Ah bon? Non. D'accord. Écoutez, Philippe, je pense que ce que dit Tatiana est très intéressant. Bon, j'ai rigolé un peu parce qu'elle a dit que les Russes vont remercier Macron. Bon, ça, je trouve ça un peu rigolo. Mais c'est comme certaines presses asiatiques disaient que les Russes devront remercier Madame Kakalas aussi. Parce que depuis que Madame Kakalas a vomissé la haine contre la Russie, eh ben, ça fait augmenter la sympathie pour la Russie. Voilà, ça aussi. Et maintenant, toi, Tatiana, tu dis que Macron a fait les choses sans vouloir et finalement, ce Macron aide la Russie. Ça me fait vraiment rigoler. Mais maintenant, je suis un peu d'accord avec toi et pas très d'accord avec Philippe. Philippe, vous pensez que la Russie ne va pas à Odessa? Non. Moi, je pense que oui. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'Ukraine en a besoin d'Odessa pour exporter justement ses céréales. Et que quelles céréales? Ça ne sera pas possible, ça ne sera absolument pas possible. Mais de quelles céréales prendre Odessa non, je n'y crois pas. De quelles céréales tu parles? Première chose. Et deuxième chose, écoute, je vais te dire un truc. L'argument que l'Ukraine en a besoin, à mon avis, l'argument par rapport aux Russes, comment dire, n'est pas très valable. Parce que tu vois, eux peuvent dire aussi, mais nous aussi, on en a besoin. Donc, pourquoi est-ce que, dans un sens, parce que l'Ukraine en a besoin pour céréales, elle peut le faire. La Russie n'a pas besoin d'Odessa. Elle n'a pas besoin d'Odessa. Il y a Sébastopol, il n'y a pas besoin d'Odessa. Elle n'a pas besoin d'Odessa. Mais c'est de l'Odessa qu'aujourd'hui, on envoie des drones sous-marins pour aussi bien sur la partie de la... Parce qu'on est en état de guerre. Il faut penser à l'Ukraine après la guerre. L'Ukraine après la guerre, déjà, il faudra qu'il en reste quelque chose. La première chose, d'accord? Et de dire que l'Ukraine en a besoin, je vais te donner un exemple. La Moldavie. La Moldavie aussi, elle aimerait bien d'avoir une sortie à la mer. Et pourtant, la merveilleuse démocratique, l'Ukraine, elle fait une petite impédice pour justement l'empêcher d'y rentrer. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Ton argument ne tient pas. La Russie, et je le dis depuis plusieurs mois, elle va sur Odessa et il va prendre Odessa. Je me le dis depuis 2023, je crois. Mais franchement, ça n'arrivera pas, parce que tu me disais en 2023, rappelle-toi, déjà
Et je te dis, ça que la va finir Russie par la prise allait d'Odessa. prendre Odessa de force. Elle Oui. ne prendra pas Odessa de force, c'est pas possible. Et oui, oui, et Ou oui. alors, Et c'est- Philippe, s'il vous plaît, vous dites que la Russie ne va pas pouvoir Non, par la force. on t'entend pas. Et moi, je suis contre la force. Ah, on a un hein. problème, on Il a n'y un a problème de pas de son là. souci. hein. Je suis contre l'utilisation de force. Mais pourquoi vous dites que la Russie ne sera pas capable de prendre l'Odessa? Mais Ah. Ah. en espérant d'ailleurs que Il y a un problème là? en espérant d'ailleurs que la paix arrive. Mais de toute façon, la C'est Russie bon? n'arrivera pas. C'est pas possible. Ou alors la guerre va durer jusqu'en 2028-2029. Parce que pourquoi la Russie ne va pas le faire? Puis, je suis très, très, très triste. Et je suis vraiment, je dors pratiquement plus. hein. Mais j'ai l'impression que la guerre ne va pas terminer avant 2027, justement. Je suis d'accord avec vous que l'Ukraine a besoin de l'Odessa. Je suis d'accord 100% avec vous. Et maintenant, je ne suis pas sûre que la Russie n'ait pas capacité de s'emparer l'Odessa pour plusieurs raisons. Première chose, la Russie entre l'histoire et aussi, c'est une question aussi patriotique, entre parenthèses. hein. Moi, je ne suis pas pour, hein, mais je pense malheureusement, il va le reprendre. enfin, moi, je crois que militairement, ça va être Et difficile. malheureusement, cette guerre va durer encore longtemps à cause. Ils vont le faire. Moi, j'ai écouté beaucoup de presse asiatique. Les Occidentaux, ça, on ne fait que répéter. Ils ont fait des fautes routes. Hein, ça, on est tous d'accord. Hein. Ils ont fait des erreurs énormes. Et maintenant, il se trouve que l'Ukraine ne veut pas céder un homme que lui, il n'est pas apte de le faire. Je comprends. Il ne peut pas signer un papier de donner le territoire tout seul. Il faut que le peuple prononce. Le Russe, ils disent, j'ai demandé le Donbass, vous ne voulez pas le Donbass, donc maintenant on va prendre par la force. Et pourquoi ils n'iront pas plus loin? hein? Pourquoi ils n'iront pas plus loin? En plus, Odessa, ils tiennent à cœur. Je regardais dans le passé, Poutine a parlé de l'Odessa plusieurs fois. Vous voyez? Et j'ai des compatriotes qui ont fait des études à Odessa, mon beau-frère par exemple, qui se baignait à Odessa à cette époque, Union soviétique, etc., etc. Donc, pour moi, l'Odessa aussi cher que la Crimée. Donc, ils ne vont pas s'arrêter à Donbass. Ils vont aller jusqu'à Odessa et après, ils vont stopper. Voilà. Michel, tu as une idée là-dessus? Oui, vas-y. En tout cas, s'ils le peuvent, je pense qu'ils vont et ils pourraient aller jusqu'à Odessa, et c'est là pas seulement pour des raisons sécuritaires, parce que, comme Tatiana le dit, si jamais vous avez une source qui pose un problème à chaque fois, il faudrait d'abord régler ce problème-là. Et Odessa sert vraiment de base pour plusieurs choses, pour l'acquisition des armes, pour le dépôt des armes, pour les attaques navales, etc. et tout. Il est question ici ne pas seulement regarder les choses avec la perspective ukrainienne. La perspective ukrainienne, c'est Odessa est important. Sans Odessa, l'Ukraine n'a plus accès à la mer. Mais si on regarde sur la perspective russe, au-delà du fait de l'héritage historique et culturel de la ville d'Odessa, qui est vraiment une ville russe au départ, historiquement parlant. C'est la même chose pour Kiev, alors, on peut dire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais de Kiev, il n'y a pas vraiment trop de situations qui viennent perturber les Russes comparé à Odessa, d'où partent les attaques, d'où viennent
d'où arrivent les armes et autres équipements. Donc, pour sa propre sécurité, la Russie pourrait vouloir se déplacer jusqu'à Odessa. Qu'est-ce que ça prendra? C'est quelque chose qui va demander beaucoup de ressources, qui va maintenir une situation d'instabilité. Mais si pour sa sécurité, il faudrait que Odessa passe sous le territoire russe, les Russes vont définitivement attaquer de ce côté-là. Et je suis d'accord avec Tatiana quand elle dit qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine, parce que ce qui est en train de se passer avec les oblasts que les Russes sont en train d'occuper peut aussi, une fois que les choses vont être calmées, donner des inspirations aux Polonais qui ont aussi des portions qu'ils aimeraient récupérer sur l'Ukraine. Et donc, pour moi, il y a une possibilité que Odessa soit un des objectifs. Est-ce que c'est nécessairement la chose la plus sensée à faire pour le moment? Peut-être pas. Mais les Russes ne vont pas laisser Odessa parce qu'il faudrait accommoder l'Ukraine. Non, je ne pense pas que ça va être la préoccupation. Les Russes vont d'abord regarder leurs propres intérêts avant de regarder les intérêts de l'Ukraine. En tout cas, c'est ma perception de choses. Alors oui, mais enfin, dans une négociation, il faut, tu vois, bon. À condition qu'il y ait une négociation, parce que le problème, si je comprends bien, c'est ça, c'est que finalement, il n'y aura pas de négociation. Ah, ben voilà. Ah, bah, c'est dommage, alors vraiment. Ah oui, c'est dommage. Mais qui c'est qui ne veut pas entamer une discussion? La Russie? Non, la Russie, dès le début, elle dit qu'elle est prête à négocier. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à Odessa, il y avait le compromis qui pourrait se faire. Ça veut dire Odessa, une ville, on va dire, hors, je veux dire, appartenant peut-être, je veux dire, une zone libre, mais il était nécessairement, je veux dire, que ce soit une ville démilitarisée. Odessa devait être démilitarisé. Odessa n'est pas démilitarisé. Tous les ports, ils sont surprotégés. Je veux dire, c'est explosif. Actuellement, on est en guerre, là. Philippe, l'Odessa, c'est une ville démilitarisée. On n'était pas en guerre. C'est à Odessa, quand même, qu'on a brûlé les Russes dans une maison de syndicat. Je veux dire, ce qui se passe à Odessa, s'il te plaît, je parle. Donc, je veux dire simplement, Odessa, si c'est une ville qui ne respecte pas la culture russe, les monuments russes, la langue russe, ici, il n'est pas démilitarisé, il sera russe. Il y avait 4 ans je dis, aux Ukrainiens pour un tout petit peu, je veux dire, résoudre ces problématiques-là. Aujourd'hui, Odessa, c'est une ville très protégée du côté de mer. La Russie, il va arriver par les terres. L'avancée de Russes aujourd'hui, elle est absolument, je veux dire, auquel on s'attendait pas. Il y a déjà un plan d'armes qui fait. Tout est fait, et ça fait depuis plusieurs semaines, tout est fait pour avoir une offensive digne de son nom sur Odessa. Odessa, il sera pris de force, et à mon avis, ce sera même fait, si pas avant la fin de l'année, en tout cas, je veux dire, dans quelques semaines, c'est sûr et certain. Philippe, tu peux pas être d'accord avec moi. Je te donne ma version des choses, ma version qui se base aussi sur ce que j'entends de ce qu'ils disent les militaires russes, ce qu'ils disent les politologues russes, ce qu'ils disent les gens qui se trouvent sur le front. Donc, même ce que j'entends des Odessites eux-mêmes, parce que si les Russes aujourd'hui, ils savent exactement où il faut taper pour détruire les places d'armes, je veux dire, pas les places d'armes, mais des bunkers dans lesquels les Britanniques cachent leur comment on appelle ça, leur drone sous-marin, ce qu'il y a, je veux dire, il y a pas mal de sites qui se tiennent et qui travaillent beaucoup de l'intérieur d'Odessa pour aider à l'armée russe. Donc aujourd'hui, je veux dire, quelque part, les Odessites eux-mêmes, ça les arrangerait aussi que tout ça s'arrête, et ça les arrangerait aussi de revenir, comment dire, dans la grande famille de la Russie. Donc ça, il faut pas le négliger. Mais en tout cas, moi, je reste, et je donne, je veux dire, là, je vous assure, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous assure que Odessa sera une ville russe, et hélas, elle sera une ville russe par les forces. Et les bombardements depuis quelques jours très forts sur Odessa, elle vit sans lumière, sans électricité, sans tout ça. Odessa aujourd'hui, c'est une ville, il est évident que les Russes sont passés à l'offensive. Je veux dire, pour ne pas le voir, il faut vraiment être aveugle. Donc, les problèmes d'Odessa sera résolu d'une façon militaire. C'est très triste, mais de toute façon,
Les ports, ils sont tous éliminés, donc on ne peut rien y faire. Et Michel? Et pour continuer dans ce que Tatiana est en train de dire, je pense que de la même manière que les Russes payaient un droit à l'Ukraine pour le passage du pétrole, je pense qu'Odessa, devenant russe, va effectuer un droit de passage pour l'Ukraine si jamais ils veulent évacuer leur matériel. Je pense que ça va être une situation inversée, mais c'est ce qui va arriver. Donc, l'Ukraine pourrait avoir accès à la mer, mais de la même manière que la Russie paye un certain montant à l'Ukraine pour le pétrole, de la même manière que l'Ukraine pourrait payer un certain droit de passage à la Russie pour avoir accès à la mer. D'ailleurs, ça a été déjà dans les propositions. Les propositions russes, elles comportaient justement le droit de passage. Enfin, en tout cas, il dit qu'il n'y aura aucun problème de circulation pour l'Ukraine, que ce soit sous le Dniepr, que ce soit les sorties à la mer, que ce soit exactement dans les ports. L'Ukraine ne sera pas privée de ces ports. En revanche, ces ports, ils seront démilitarisés de force. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, puisqu'on ne veut pas démilitariser l'Ukraine, on va dire, en négociation, ben ça va être fait de force. Mais de dire que si aujourd'hui il n'y a pas de dialogue entre la Russie et on ne peut pas arriver à une quelconque négociation, je veux dire, avec les diplomates, je suis désolé, c'est pas la faute de la Russie. C'est pas la faute de la Russie. Donc la guerre va continuer. Oui. La guerre va s'arrêter très prochainement parce que la Russie va mettre des bouchées doubles et ça va être réglé très, très, très prochainement. À partir du moment quand il commence vraiment à isoler Kiev, ça va obliger des troupes ukrainiennes d'aller plutôt vers Kiev. Donc, du coup, ça va, déjà, ils n'ont pas de quoi, je veux dire, tenir tous les fronts. Ils ont perdu toutes les villes les plus importantes. Les prochaines villes, finalement, qui va pas parce que la Russie en a besoin, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Donc, les prochaines villes, ce sera Kharkov. Une fois que Kharkov est pris, l'Odessa, je dis, il n'en restera qu'une bouchée. Voilà. Oui, mais Tatiana, ça fait... Écoutez, dans ce cas-là, excusez-moi, je voulais poser une question. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça devient la Roumanie et la Moldavie et la bande de terre russe, là, Trinity ou comment ça s'appelle, là? Qu'est-ce que ça devient? Ben, ce sera rejoint à la Russie. Qu'est-ce que ça devient tout ça? Ça va être, donc, il y aura un pont terrestre. Donc, ce sera, la Transnistrie deviendra russe. La Moldavie, à mon avis, prochainement aussi. Ça va se faire sur 3 ans. Sur 3 ans, déjà, on va faire de sorte qu'il y aura une zone, on va dire, neutre, qui sera ni dans l'Union européenne ni dans la Russie, dans lesquelles probablement vont rentrer donc la Slovaquie, je trompe tout le temps Slovaquie, Slavonie, désolé, donc la Hongrie, l'Autriche, il y aura une partie probablement de la Roumanie, la Moldavie, elle rejoindra la Russie. Ça va être fait avec des coups de référendum. D'autres territoires vont être repartagés. En tout cas, dans les 3 ans à venir, on va avoir une répartition, on va dire, des zones à l'intérieur de l'Union européenne, de sorte que entre, on va dire, les pays soi-disant démocratiques et la Russie, il y aura un bloc des pays neutres. Donc, comme je dis, il y aura, entre guillemets, une reconstitution d'anciens empires austro-hongrois dans lesquels, effectivement, la Hongrie va prendre une place sinon pas la première, mais en tout cas très importante. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Philippe, mais moi, Tatiana, oui, Tatiana, s'il te plaît, c'est une folie grandeur, là. C'est une folie grandeur, là. Ça me fait froid au dos, là. Écoute, la Russie a besoin tu sais, la Russie a besoin de défendre son bien. Et quand tu vois comment l'Occident, là, déjà, je veux dire, dans ses plans, a séparé, divisé et même, je veux dire, investi dans le pillage de ce territoire, elle n'a pas le choix. Elle aura bien voulu négocier, elle a fait ça pendant des années et des années, des années et des années. Jamais, jamais on a voulu l'écouter. Aujourd'hui, elle a dit, j'ai pas d'autre choix que de faire comme ça. Et il faut dire aussi que des pays dont je parle, c'est des pays qui seront neutres. Ils ne seront ni dans un sens ni dans l'autre. Mais en tout cas, il y aura cette bande qui permettra ensuite de dire à l'Occident, celui qui va en tout cas en rester, de dire vous avez une bande neutre, vous n'avez rien à avoir peur de la Russie, puisqu'il y a, comment dire, une zone tampon. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous armer, de faire une forte armée et d'investir là-dedans. Vous feriez beaucoup mieux d'investir, on va dire, je sais pas, en achetant plan d'énergie aux Américains, l'énergie qui sera
un petit peu russes, mais qui changeront, on va dire, de guichet auquel on va payer juste à la frontière. C'est comme ça que ça va se faire. Vous pouvez me croire ou pas, c'est comme ça que ça va se faire. Philippe, moi, je voulais te dire pourquoi on a cette approche selon laquelle on pense que Odessa va devenir territoire russe. C'est pas nécessairement parce qu'on est pro-russe ou quelque chose dans le genre, mais stratégiquement parlant, c'est dans l'intérêt de la Russie que ça se passe de cette manière-là. Sécuritairement, ça va être dans son intérêt. Et les gens qui disent que bon, il faudrait laisser un accès à la mer à l'Ukraine, ce ne sont pas les Russes qui le disent. Si jamais on creuse un peu, on va voir que ça va être les trois mousquetaires de l'Union européenne qui vont aller dans ce genre de discours-là. Les Ukrainiens définitivement voudront cela, mais tant que cette zone-là restera une zone à risque pour les Russes ne vont pas laisser les choses rester telles qu'elles sont. Il voudra neutraliser cela. S'il faudrait pour cela que l'Ukraine paye un droit de passage, ça va être négocié dans ce sens-là. Mais stratégiquement parlant, en tout cas dans ma perception à moi, je ne vois pas les Russes laisser une zone à danger pour eux qui serait une zone exposée pour tout le temps qui viendrait. Michel, s'il te plaît, ça veut dire… Si je comprends bien, la guerre va continuer et continuer encore très, très longtemps. Voilà. Si vous croyez que l'Occident, que le reste de l'Occident, là, va laisser faire ce genre de choses, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et encore plus, Tatiana, le truc que tu viens de dire, cette reconstitution de l'Europe. Alors là, je ne crois pas que c'est possible. Dis-moi, Philippe, là, je ne crois pas. Ça sera la guerre, et pas une petite guerrette à l'Ukraine. La guerre, la vraie. D'accord. Et il va faire quoi, ce grand vaillant Occident? Comment? Il va faire quoi? Geler les avoirs russes? La guerre, Tatiana. La guerre. Comment? La guerre. Si c'est quelque chose que tu souhaites. De quelle guerre tu parles? De quelle guerre? Sur quel territoire? De quelle guerre tu parles? Ils la font déjà. Et ils le font déjà. Non. Une guerre mondiale. Moi, je parle. Parce que là, on n'en a pas? Non, on n'en a pas. Ah bon? On en a comme on en a eu au Vietnam, etc., etc. Voilà. Ah bon? Ben, c'est bien de me le dire parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels on ne pense pas vraiment comme ça. Mais en tout cas, la guerre mondiale, elle n'est pas sur le fait qu'on a une guerre sur tel et tel territoire. La guerre est mondiale parce qu'après cette guerre-là, on reforme le monde. Et le monde, il sera reformé après cette guerre-là. Et c'est de ça que Poutine et Trump discutent ensemble. L'Ukraine, c'est une pièce de monnaie d'échange. Ce n'est rien plus que ça. Tatiana, il faudra, à mon avis, plus parler de Trump dans cette histoire. Parce que je ne pense pas qu'il soit vraiment pour ce genre de choses. Oui, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il a besoin de sauver son pays. Et pour sauver son pays aujourd'hui, il a besoin de, excusez-moi, même si pour ça, il doit trinquer avec son ennemi de toujours, il va le faire. C'est comme ça, Philippe. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comme dit notre Ursula, ma jumelle maléfique, c'est, comment dire, c'est la paix par la force. Qui c'est qui est plus fort aujourd'hui? L'Occident, aujourd'hui, aussi vaillant, aussi grandiose qu'il se croit, il est, excusez-moi, il n'a pas de moyens, ni financiers, ni physiques, pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est à l'intérieur de lui, il est complètement, je veux dire, il part dans tous les sens. Et je ne suis même pas sûr que le peuple soutient tout ça. Attends, je t'arrête là tout de suite. Est-ce que tu crois que derrière la Russie, il va y avoir la Chine dans un affrontement comme ça? Je te le demande. Alors, je vais te demander une chose. Écoute-moi. Parce que je ne crois pas que la Russie, toute seule, puisse faire face à tout l'OTAN. Tu vois? Je ne le crois pas. Parce que c'est ainsi, c'est pas ce qu'il fait? Non, mais non, mais non. Mais alors, excusez-moi, non, je te parle d'un conflit, là. Je ne te parle pas d'une guerre Ukraine. Je te parle d'un conflit généralisé. D'accord. On va vers là. Oui, mais la Russie… Est-ce que tu crois que la Chine sera derrière la Russie
Je vais te répondre à ces deux questions. La première question, pour nos amis les Ukrainiens, d'expliquer que l'OTAN aujourd'hui ne fait juste observer cette guerre en se baladant les petits pieds, je veux dire, au-dessus d'un ravin, c'est un petit peu en insulte. Non, aujourd'hui, la Russie, elle combat l'OTAN dans son ensemble. Le seul hic là-dedans, c'est que tout ça, ça se passe sous les territoires ukrainiens et avec la population ukrainienne. Première chose. Avec les soldats ukrainiens. Point final. Oui, c'est ce que je dis, la population ukrainienne. Mais attends, juste préciser une chose. Tatiana, juste un mot et tu vas continuer. Philippe, il ne faut pas oublier que chaque jour qui passe, les forces ukrainiennes sont de plus en plus en train de craquer. Donc, il y a un moment où il va y avoir un effondrement total, où il n'y aura plus rien qu'ils pourraient faire. Ça, c'est un fait qui est en train, petit à petit, de se vérifier. Oui, et Tatiana, tu peux continuer. Voilà, en parlant de la Chine, je veux dire, même le fameux Brzezinski disait à l'époque que la chose la plus importante pour dominer le monde, c'est de séparer la Chine et la Russie. On envahit la Russie, on met la Russie contre la Chine. Ou alors on fait une séparation, on fait de sorte que la Chine se retourne contre la Russie. Vous savez, je vais vous apprendre une chose absolument formidable, mais les Russes et les Chinois savent lire. Ils sont plutôt au courant que s'ils rompent leur union, s'ils se séparent, ils ne feront qu'une bouchée d'œufs. Donc, les Chinois aujourd'hui, peut-être qu'ils restent à l'extérieur. Et la Russie a dit à tout le monde, parce qu'elle a dit, nous, on ne demande pas de l'aide, on est tout seul. Bon, on peut se débrouiller. Mais si la Chine, elle voit que la Russie est effectivement capable de son geste, elle sait très bien qu'on ne fera qu'une bouchée d'aile. C'est dans son propre survie. Elle n'a aucun intérêt de voir la Russie échouer. Donc, tant que la Russie s'en sort toute seule, il n'y a pas de problème. Mais si effectivement on rentre dans ce domaine-là, que ce soit la Russie, que ce soit l'Inde, que ce soit même une partie de l'Afrique, que ce soit même les pays asiatiques, que ce soit même des pays de l'Afrique du Sud, croyez-moi, ils vont pas. La Russie aujourd'hui, elle représente un mouvement de libération mondiale de cette espèce de pouvoir, entre guillemets, d'une espèce de pieuvre qui s'est acheté le monde entier et qui veut rétablir ce merveilleux gouvernement mondial. La Russie, elle représente un espoir pour ces gens-là. Le temps qu'il y a cette bagarre-là, les Africains, ben, ils se libèrent. Les Asiatiques, ils se libèrent. Je veux dire, il y a un changement. En 4 ans, la face du monde est changée. Donc, si on sent que la Russie ne tient pas, ce ne sera dans l'intérêt de personne. Et avant toute chose, ce ne sera pas dans les intérêts de la Chine. Donc, écoutez, je te dis, la Chine se tiendra, mais la Russie va gagner toute seule. Ouais. Tatiana, tout ce que tu viens de dire, et Michel et Philippe, je suis vraiment triste, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le plan de 28 points, Wittkopf et compagnie qui fait les allers-retours entre Washington, Moscou, Berlin, etc., tout ça, c'est du théâtre. C'est du poudre aux yeux. Maintenant, soi-disant que si Zelensky qui signe les papiers pour le Donbass, alors il savait très bien que Zelensky n'allait pas signer. Donc tout ça, ça s'arrange. Tout ça s'arrange pour avoir un prétexte. Attends, il a besoin de prétexte. Oui. Mais alors, dans justement l'histoire des négociations, Trump fait ça pour les midterms, bon, pour les élections. S'il n'y a pas derrière un accord, Trump, il va changer de choses. Ça va être autre chose. Il va faire demi-tour. Mais il n'y aura pas demi-tour. Et là, il va tomber chez les néocons. Bon, les négociations qui se passent aujourd'hui entre, on va dire, vous êtes tous bloqués. Je suis là ou je suis pas là? Ouais, t'es là. Et là, on te voit. D'accord. Donc, les négociations qui se passent aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, bon, on va dire, peut-être que l'Ukraine est abordée là-dedans. Mais on sait très bien que, je veux dire, le monde euro-atlantiste ne va jamais accepter sa défaite, parce que c'est de là qu'il s'agit. Donc, un accord qui était fait entre les Russes et les Américains, c'est que les Russes, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre, et c'est là-dessus que ça va être fini.
Les accords, je veux dire, la négociation qu'il y a aujourd'hui entre les Américains et les Russes, elle concerne le monde dans son ensemble. C'est ça qu'il faut voir. Première chose. Et c'est pour ça que les Européens, ils sont fous furieux. C'est pas les faits qu'ils font pas partir de négociations sous la Russie. Non. C'est le fait qu'ils font pas partie dans cette, comment dire, dans cette défaisage du monde. Ils sont mis complètement à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je veux dire, les 28 points, il y a aucun point dans ces 28 points qui va pour les Russes. Je veux dire, aucun, je veux dire, ne vient là-dedans. C'est un point, je veux dire, complètement fumeux. En tout cas, quand on dit qu'il est à l'avantage de Russes, c'est faux. Mais ce qui est l'avantage de Russes, c'est le fait même qu'on négocie, on commence à négocier là-dedans. On rentre dans les négociations entre les Russes et les Américains, pas concernant l'Ukraine. Le problème ukrainien aujourd'hui, il va être réglé par des armes russes. Voilà. Ça, je veux dire, c'est même plus à en parler. L'Europe aujourd'hui, elle négocie sa part de gâteau. Oui, ils veulent qu'on paye leurs propres conneries. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais le problème qu'il y a dans l'Europe aujourd'hui, elle a investi beaucoup trop de choses et il ne peut pas sortir comme ça sans exploser, imploser et sans être complètement, je veux dire, à l'art de pâquerette. Donc, elle négocie aussi sa sortie dans tout ça. Tout ça, je veux dire, c'est même pas les négociations qu'il y a aujourd'hui. Ils sont autour de l'Ukraine. La pauvre Ukraine, oui, c'est horrible ce qui se passe avec elle. Mais je veux dire, l'Occident l'a jetée dans le gueule de loup. On se préoccupe absolument pas de ce qui se passe. Les discussions qu'il y a entre les Américains et les Européens, c'est une discussion dans laquelle l'Ukraine peut-être sert d'un prétexte, mais c'est une discussion qui s'agit du partage du monde. C'est là-dessus qu'on joue là. Et les Européens, ils refusent l'idée même de parler de ça. Voilà. Donc, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse de ce sujet-là. Le problème ukrainien, il sera résolu par l'armée russe. Point. Donc, et ça va être résolu beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez. Parce que tous les militaires russes disent que si jusqu'alors ils avançaient si peu, c'est parce qu'il y avait aussi une décision politique qui était faite là-dessus. Décision politique. À partir du moment quand l'autorité russe donne un autre ordre en disant vous allez, vous reprenez tout ça, ça va être fait beaucoup plus rapidement ce que vous voyez. Beaucoup plus rapidement. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Non, on n'y est pas. Mais ça fait depuis combien de temps que les Russes sont passés à la réelle offensive? Ça fait 6 mois. Mais il faut que ça reste, ça fait pas 6 mois. Enfin, on va dire, allez, depuis le mois d'octobre. Non, Tatiana. Non, Tatiana, enfin. La vraie offensive, on est passé dans cette date-là. Hippocrate, ça fait... Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait beaucoup. Oui, ça fait plusieurs mois. Mais je veux dire, la vraie offensive. Ça fait plusieurs années, Hippocrate. Écoute, et pourquoi on ne le prenait pas? Je te dis, pourquoi, on a grignoté, on tournait autour, parce qu'on pensait qu'on pourra résoudre ce problème-là d'un point de vue politique. Les Russes croyaient réellement qu'on peut négocier avec l'Occident. Ils le croyaient. Aujourd'hui, Tatiana, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte la version russe. Non. Je raconte une version russe. Raconte une version russe. Ben voilà. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est une version qui, entre guillemets, qui tient debout, parce que je veux dire, eux sont un petit peu au courant de ce qu'ils font. Et moi, je te dis, selon la version russe, aujourd'hui, effectivement, ils ont pensé à la réelle offensive, parce qu'il y a une volonté, on va dire, politique qui va dans ce sens. Voilà. Et donc, moi, je ne crois pas que la guerre va durer plusieurs mois. Non. Je crois que ça va être réglé très, très rapidement. Tu sais, Tatiana, que les Russes aient commencé, quand tu dis juste depuis octobre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que, et même cette approche russe qui dirait que Pokrovsk n'avait pas été prise parce qu'ils attendaient des discussions, si jamais c'était le cas, ils n'auraient pas pris les autres villes aussi. Oui. Ils ont pris d'autres villes ukrainiennes. Donc, oui. Je ne pense pas que c'est parce ils attendaient des accords politiques. Il y avait une résistance au niveau de Pokrovsk, et ça, c'est quelque chose qui était documenté, c'est quelque chose qui dirait les Russes s'y sont essayés, mais de plus en plus, la machine ukrainienne est en train de partir en lambeaux. Et à partir de ça, c'est ainsi que là, depuis un moment, on remarque comme
une progression beaucoup plus rapide des Russes depuis quelques mois. Mais sinon, il y avait ce travail d'usure qui était en train de se faire petit à petit et qui commence à payer. Oui, Bon, en fait, cette progression des Russes a commencé en Russie d'abord, puisqu'il y avait, bon, il y avait des Ukrainiens qui avaient envahi. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de pertes ukrainiennes qui ont fait que, mais franchement, ça fait je ne sais combien de temps, ça fait des années que les Russes sont autour de Pokrovsk, etc., etc., et qui se bon, cassaient les dents. les premières villes qui étaient prises, c'était des villes qui étaient à la tour de mer d'Azov et c'était indispensable pour avoir un pont, on va dire, terrestre pour une autre alternative au pont de Crimée. Première chose. Deuxième chose, les Russes, ils sont passés à l'offensive fin octobre, à la réelle offensive. Pourquoi? Parce que la météo, tu peux ne pas être d'accord, je te dis encore une fois, je te donne une autre version de choses. On peut ne pas être d'accord, on peut quand même la connaître. Donc, voilà. Donc, c'est les conditions météorologiques qui permettent justement, il y avait des grands brouillards, il y avait les conditions météorologiques qui ont permis justement cette avancée-là. Pourquoi? Parce qu'avec des grands brouillards, les drones fonctionnent beaucoup moins bien. Et cette offensive, le brouillard, c'était juste à la fin de la prise de Pokrovsk, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, c'est marrant. J'écoute souvent les journalistes, j'écoute souvent les interviews qu'il y a en Russie. Et j'ai remarqué une chose très étonnante. Le journaliste pose une question et après, il laisse l'autre personne parler. Il n'intervient pas. Et j'ai remarqué qu'en France, dès qu'ils vont commencer à répondre aux questions, les journalistes d'en France, ils ont souvent une tendance, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont notre version, de couper et de ne pas laisser la personne qui répond aux questions finir, quoi. Est-ce que tu parles pour moi? C'est très étonnant. Parce que c'est quand même étonnant, mais je dis, j'essaie depuis tout à l'heure de répondre à une question et j'y arrive pas. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, écoutez, ça vous intéresse pas une version russe parce que soi-disant les Russes, soit. Mais je vous dis encore une fois, la Russie a pensé à une réelle offensive depuis quelques semaines. La réelle offensive. Regardez tous les villes qui sont tombées depuis tout ce temps-là, qui n'étaient pas prises jusque-là. Regardez tous les bombardements. Je veux dire, l'Ukraine n'était pas privée d'électricité. Vous passez maintenant en avion sur cette zone, c'est noir. Ça n'a pas été fait jusque-là. Vous me dites, oui, la Russie s'est toujours attaquée à un truc énergétique. Oui, mais là, elle a totalement détruit. Les gens vivent dans le noir, dans le froid, sans eau, sans nourriture. Tout est fait pour faire partir cette population-là. Moi, je parlais sur ma chaîne, j'ai des gens qui m'ont écrit de Odessa pour dire, oui, mais on nous empêche de quitter la ville. Tout comme à Mariupol, d'ailleurs aussi, on empêchait les habitants de partir. Voilà. Donc, on veut garder toujours les étages vivants. Mais je veux dire, là, le principe, je veux dire, c'est visible. Je veux dire, on bombarde tout. Et puis après, on lance les troupes. Et la Russie, je vous assure, elle est pensée à une réelle offensive. Même si dans les médias occidentaux, on voit les choses différemment. Dans les versions russes, officielles ou officieuses, et même si on parle aux Ukrainiens, c'est une évidence. Et ça va trop vite à tel point que les gens n'étaient pas prêts. Odessa, elle sera prise de part de terre parce qu'elle n'était pas défendue, parce que personne ne croyait que la Russie arrivera aussi vite dans ce point-là. Et je vous dis, et ça va être vite fait. D'ailleurs, écoutez hier justement la conférence pas les conférences justement à ce sujet-là, où les militaires et le président Poutine ont intervenu. C'est très intéressant ce qu'ils disent. Et c'est très intéressant de dire justement à quel moment on fait ceci, cela. La Russie a espéré et elle croyait jusqu'au dernier moment que négociation, on va dire, diplomatique est possible. Aujourd'hui, il voit que non et qu'on ne pourra que arriver par la force de ses armes. Donc, du coup, si on n'a pas d'autre alternative, ça va aller. Et ça va pas durer, je vous assure, ça va pas durer. Tatiana, je pense que si jamais il y a des interventions, c'est parce que quand tu es en train de développer ton narratif, non, ne prends pas de... Mais attends, tu viens justement de reprocher... Ah, je ne suis pas journaliste, je peux. Tu m'interromps. Tu es en train d'appliquer exactement... Moi, je ne suis pas journaliste, je peux. Vas-y. Non, je sais. Ne t'inquiète pas, Tatiana. On s'aime bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que tu puisses préciser sous quelle perspective tu es en train de présenter des faits.
Et parce que si jamais tu le présentes un peu comme si jamais c'est quelque chose que tout le monde pense et voit, c'est clair qu'il y aura des personnes qui vont dire non, attends, Tatiana, il faudrait regarder les choses sous cet autre angle aussi. C'est dans ce sens-là vraiment que il arrive que bien que je t'aime beaucoup, il y a des moments où je suis pas d'accord avec toi et je te le dis. Je te dis non, là, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Bon, enfin, pour ne pas être d'accord avec moi, il faut déjà me laisser finir parler, hein. Mais c'est que tu ne m'as pas permis de faire, tu sais. Ah, c'est extraordinaire de ta part. Mais je ne suis pas journaliste, j'ai le droit. Voilà. Ah, c'est vraiment drôle. Forcément, je donne une version russe et il écrit la tarte la russe. Donc, oui. Mais je veux dire, je donne une version russe, qui peut plaire ou pas, qu'il existe. Voilà. Oui, et tu as le droit de le faire. Tu as tout à fait le droit de le faire. Ici, on est en train justement d'apporter notre perception, notre compréhension de comment les choses se passent, comme du côté occidental, comme du côté africain, comme du côté russe, etc. Il y a différentes sources. Il est simplement bon de préciser la perspective de manière à ce qu'on puisse voir exactement sous quel angle on est en train de présenter la chose, sous quelle logique, sous quelle perception des choses. Oui, et puis tes sources. Ouais. Hein. Alors, on va parler d'autre chose, si vous permettez. Parce que là, bon, ça commençait à... J'en ai un peu ras-le-bol de l'Ukraine, là. Attaque, comportement de M. Paul Kagame. Mais en réalité, pour répondre à votre question, pour moi, le M23 n'existe pas. La preuve en est, le communiqué du M23 a été rédigé en anglais. Ça veut dire que ça a été rédigé dans un laboratoire à Kigali et on a demandé à M. Nanga de signer. Ils sont bilingues peut-être. Je découvre que le Congo était un pays bilingue. Voyez-vous, on en sourit, mais c'est pour montrer le côté cynique de Paul Kagame. Mais en réalité, en fait, nous sommes relativement à un tournant, sur le plan diplomatique. Oui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça marrant quand même. Et Michel. Oui. Je voudrais déjà retirer certaines petites informations qu'il a avancées. Il a dit certaines choses qui sont vraies, mais il y a certaines autres choses qui ne sont pas nécessairement vérifiées. Quand il dit que la déclaration de départ du M23 de Uvira a été écrite en anglais, j'ai fait des recherches dans ce sens-là. Il y avait des déclarations avaient été faites en français. Ah bon? Donc, oui, oui. J'ai pris le temps de regarder parce que ça me semblait quand même un peu bizarre que ça soit écrit en anglais, quoique on sait très bien qui sont les marionnettistes qui est derrière le M23. Ouais. Mais là où je suis d'accord avec les intervenants de cette émission, c'est le fait que c'est clair que le M23 n'est qu'une marionnette que le Rwanda est en train de manipuler. Et derrière le Rwanda, il y a tous ceux qui supportent le Rwanda pour les raisons financières ou géopolitiques, etc. Ils ont leurs raisons. Mais c'est clair que la déclaration sur le départ de l'Ouvira, de la ville d'Ouvira, est quelque chose qui est venu, ça a surpris un peu les gens, mais c'est venu justement parce que, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai répété un peu plusieurs fois dans le passé, c'est que les Américains ont mal pris, en tout cas la partie de l'administration, Marco Rubio l'a souligné, a précisé que le Rwanda était derrière la prise de Uvira et donc il était question de pouvoir ramener un peu de l'ordre. Les États-Unis ont tiré les oreilles au président Kagame. Le président Kagame a reporté le coup et tout à coup, soi-disant pour des raisons de donner une chance à la paix, il se retire de la ville d'Uvira. Ça me semble un peu gros. Surtout que quand on sait, et on peut trouver l'information sur YouTube,
où on voit que le président Kagame est en train de dire « j'ai Goma dans ma main maintenant ». Alors, pour que moi, je sois sécurisé, vous voulez Goma, pas de problème, je vais vous donner. Il faudrait que moi-même, je sois sécurisé. C'est là où on voit clairement qu'il est en train d'avouer publiquement que le M23, c'est une affaire du Rwanda qui dirige cela. Et de la même manière qu'ils sont venus et qu'ils ont pris la ville d'Uvira, le M23, et avec l'appui des forces armées rwandaises, et ça, c'est un fait qui est avéré, sur lequel même Marco Rubio est revenu pour dire que les forces armées rwandaises étaient là pour la prise de la ville d'Uvira. Et donc, on est en train de documenter encore une fois et de manière explicite une présence militaire rwandaise sur le territoire congolais, ce qui en soi est un acte de guerre. Et ça a toujours été un acte de guerre. Et quand j'ai pris le temps d'y penser, je me suis dit, mais c'était exactement la même chose quand Kabila père est venu. Les forces rwandaises et les forces ougandaises étaient déjà sur le terrain et ils accompagnaient. Ils vont dire, bon, ils accompagnaient Kabila père, mais Kabila père n'était pas un gouvernement officiel. Non. Il y avait un gouvernement officiel qui existait. Donc, c'est un acte de guerre qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de refaire. Et là, on entend l'Ouganda qui est en train de dire qu'ils ont de viser sur la province de l'Ituri. Et c'est là où on voit que il y a cette prédation, ce désir de balkanisation qui est toujours là, qui est toujours en train d'opérer. Et si le M23 s'est retiré, par exemple, de la ville d'Uvira, c'est parce que les Américains ont tapé du poing sur la table et l'information a été répercutée sur Kagame et ça s'est répercuté sur le M23 qui se sont retirés unilatéralement. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ça montre encore ce qui est arrivé en 2012, quand le président Obama a parlé au président Kagame en disant « tu arrêtes tout ». Il a arrêté tout, le M23 s'est effondré. Le M23 n'est qu'une coquille dans laquelle le Bernard l'ermite de cette coquille, c'est les forces rwandaises. C'est les forces rwandaises. Et c'est ça qui fait que si aujourd'hui les Américains veulent vraiment qu'il y ait une paix dans ce coin-là, s'ils veulent vraiment la paix, s'ils donnent des instructions au président Kagame, s'il y a des mesures comme quoi il y aura des sanctions si jamais vous n'allez pas obéir, parce que pour le moment, ce sont des clauses qui ont été signées qui ne sont pas suivi des répercussions si jamais les règles ne sont pas, si les normes ne sont pas respectées. Il n'y aura pas de sanctions aussi. Il n'y aura pas de sanctions. On compte sur la bonne foi des belligérants. Ce qui, dans cette situation, est complètement une stupidité. Complètement. Mais je trouve que c'est quand même un signe de la part des États-Unis. Non, ça montre que la chose est possible. Oui. Est-ce que les États-Unis le voudraient vraiment? Ça, c'est une autre question. Parce que s'ils le veulent vraiment, cette rébellion-là, du M23 en particulier, pourrait rapidement être réglée. C'est un peu... Alors, c'est la même chose au Cambodge. Hein. Les États-Unis pourraient taper sur la table en disant aux Thaïlandais « arrêtez, arrêtez ». Et ils ne le font pas pour l'instant, là par contre. D'où la question que je dis, est-ce qu'ils le veulent vraiment? Parce que là où ils veulent, les choses se décantent rapidement. Oui, mais Philippe, s'il vous plaît, le Cambodge, il ne tape pas le poing sur la table parce qu'il y a la Chine. Tandis que RDC, RDC, la Chine est loin. Non, mais attends, à mon avis, c'est une question plutôt... c'est au niveau de la Thaïlande que c'est. Bah oui, mais la Chine est juste à côté. Non, mais il y a un niveau. C'est un truc électoral, en fait. C'est pour l'élection du premier ministre qui est en train d'avoir des problèmes. C'est ça.
en Thaïlande. Moi, je crois que c'est plutôt la Chine qui joue dessus. Oui, au Cambodge, mais oui, mais enfin, tu sais, les Thaïlandais, là, ils ont aussi des accords avec les Chinois, hein. Mais peut-être pas autant que les Cambodgiens. Non, pas autant, oui, bien sûr. Voilà. Donc, tandis que RDC, les Américains, ils ne font rien, ils attendent encore un peu. Et puis, ni la Russie, ni la Chine ne sont pas très, très mainmises dedans. Ben, si. Et les Chinois sont en RDC. Ils sont en train Oui, d'exploiter. ils sont là, c'est juste pour le commerce et pour les terres rares pour le moment, mais ils sont loin. Ils sont 10 000 kilomètres. Non, ils sont très, très présents sur le terrain. Ils ne sont pas à 10 000 kilomètres, ils sont bien là. Oui, oui, oui. Et en plus, il y a une mine qui a été attaquée par le M23, je crois, qui est chinoise, avec des Exact, Chinois. Ouais, exact. ouais. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Alors, pour nos agriculteurs chéris, qu'est-ce qu'on dit? Bah, je leur souhaite bon courage, hein. Ouais. On Il faut les dit que soutenir, hein. et ils continuent dans les mêmes lignées, comme quoi, je veux dire, ils sont toujours persuadés que la Russie va perdre d'une certaine façon, parce qu'ils continuent toujours, on va dire, d'une façon très méthodique, point par point, de détruire les pays, les nations et leur souveraineté. La France a perdu toute sa souveraineté. La dernière qui lui reste en date, c'est la souveraineté, on va dire, de question de nourriture. L'abattage de vaches, les vaches sont abattues. Vous allez faire quoi après? Je veux Non, dire, on détruit tout. Donc, si on continue à Tatiana, continuer dans ce sens, l'abattage des vaches, là, cet abattage-là, c'était simplement parce qu'il y avait des problèmes sanitaires. C'est pas de l'abattage des vaches comme ça. oui, oui. Mais Et je me il y a eu rappelle très bien ça. que le virus, il ne se prenait que aux gens qui étaient debout et pas à ceux qui étaient assis. Et qu'il était indispensable de faire les documents signés par nous-mêmes, comme quoi on sortait pour acheter une baguette de pain. C'est toujours comme ça. On ne pense que c'est juste ça, juste ça, juste ça. On s'est fait grignoter tout, petit bout par petit bout par petit bout. Et comme une petite grenouille dans le chaud dont on monte la température, on dit, oui, ben c'est rien, c'est juste un petit degré. Continue à croire à ça. Écoutez, les C'est amis, juste un moi, problème de santé. Ouais. écoutez, les amis, je suis avec les agriculteurs parce que On c'est n'entend eux pas qui ce que tu dis. nous On n'entend pas, si. nourrissent. Je pose seulement une question là. Hein. Maintenant, il y a une vache qui est contaminée. Une vache qui est contaminée, on va abattre tout le troupe et on va manger la viande ici. Hein. Non. Il y a une ou 1000 qui sont contaminés. On n'est pas sûr. Non, mais Non, Philippe, il faut arrêter. effectivement, ils ont abattu plusieurs vaches alors qu'il y avait juste un cas avéré. Et dans certaines situations, il y a même les résultats des examens de dépistage pour les autres n'étaient pas encore finalisés qu'ils avaient pris cette décision de manière préventive. Ça fait que les intérêts des agriculteurs français n'est pas et européens. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui, j'ai cru voir qu'ils étaient à Bruxelles en train de protester contre justement le traité Ouais. qui devrait être ou pas signé aujourd'hui. Mais clairement, l'Union européenne, encore une fois, est en train de faire une manifestation évidente du peu d'intérêt qu'ils ont pour les citoyens des États membres. Ils prennent des décisions sans nécessairement tenir compte des intérêts des citoyens de ces États membres. Et là, par exemple, on parle des agriculteurs. Ils imposent à l'agriculture européenne de suivre certaines normes et ils vont signer des accords avec des pays qui ne suivent pas ces normes et qui vont Voilà. donc la viande, le bétail et autres produits à partir des normes qui ne sont pas des normes européennes. Mais on demande Voilà. Mais pas seulement des normes brésiliennes ou autres,
regarde, les œufs, les poulets, Oui, etc., oui. ils viennent d'Ukraine. Exact. Encore Oui, une fois, voilà. Donc, C'est pour ça qu'il ne rentrera jamais dans l'Union européenne. oh, il va entrer dans l'Union européenne. Moi, je C'est crois que pour non, longtemps qu'il ne non, l'entrera pas. non, Michel. Non, non. J'espère pour vous. J'espère pour vous parce que les trois mousquetaires sont en train de les pousser là. Oui, parce que ça permettrait de... Non, 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 non. Vous savez Michel, pourquoi, sois vous certain, savez ils vont pourquoi- pas vous savez rentrer. pourquoi ils veulent qu'elle rentre, l'Ukraine? Parce que du coup, si l'Ukraine elle fait partie de l'Union européenne, ça oblige de fait l'Union européenne de participer à ces négociations. C'est la seule raison. Même les Polonais, ils n'en veulent pas. Personne n'en veut, c'est ça qui est dingue. On doit bien le Mais refiler c'est à ça. quelqu'un, personne n'en veut. Enfin, C'est ça justement la situation ici. C'est que l'Union européenne impose des normes que les gens ont du mal à suivre, mais ils préfèrent valoriser, privilégier des pays et des zones qui n'ont pas les mêmes normes en leur disant, écoutez, on va prendre de vos produits qui ne sont pas acceptés selon nos standards à nous, mais on va les prendre quand même. Et tant pis pour nos concitoyens qui suivent fidèlement nos prescriptions et qui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir assurer un avenir à leur propre vie. Oui, et puis par exemple, l'Union européenne fait des conneries énormes. Regarde des véhicules électriques, des voitures électriques. Ils sont revenus sur leur décision parce que Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben, ils ont tout simplement dit, parce que normalement, les véhicules électriques allaient être interdits dans je ne sais combien de temps. Je crois que c'était en 35. Ils devaient en 2035. 35, oui, oui. combustible. Et ils sont revenus sur leur décision, parce qu'ils ont vu que la Chine arrivait, et puis hop, avec les voitures électriques, et ça pénalisait complètement, évidemment, les constructeurs européens. Philippe, vous avez tout à fait raison que l'Union européenne fait des normes pour empêcher les gens de gagner l'argent. Je vous raconte juste une petite histoire. Je connais une personne qui fabrique le vodka en Pologne. Hein. Le vodka en Pologne, c'est le produit phare. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il m'a dit, écoute bien, je préfère vendre le vodka aux Vietnamiens et tous ceux qui ne sont pas dans le 27. Parce qu'avec les 27, il n'a que des ennuis avec les papiers. En dehors de vendre de sa bouteille de vodka, il doit payer une boîte, carrément, pour faire les papiers. Hein? Parce que c'est dans le 27. Il y a des règlements. C'est-à-dire que si la France ou les Belges qui achètent le vodka polonaise, qu'ils ont beaucoup de problèmes que s'ils le vendent aux Vietnamiens. Donc, il a dit qu'il en a ras-le-bol jusque-là à l'Europe. Voilà. Je peux dire juste une petite réflexion par rapport au poulet ukrainien. Oui. J'ai écouté un interview, enfin je suis le compte de M. Azarov, qui était le premier ministre à l'époque de Yanukovych. Et il racontait justement où l'hésitation était, est-ce que l'Ukraine, elle va donc plutôt rentrer de côté de l'Europe ou est-ce qu'elle va plutôt rester de côté de la Russie? Et donc, il voulait d'être, on va dire, démocratique. Il allait vers l'Europe. Et l'Europe, voilà. Donc, elle leur ouvrait leur marché. Et mais pour rentrer sur ce marché-là, il avait besoin d'être aux normes. Donc, les Ukrainiens ont demandé un prêt, un investissement qui était, déjà à l'époque, je crois qu'au début, c'était 20 milliards d'euros. Puis, ils sont descendus à 8 milliards. Donc, ils ont demandé un prêt pour avoir, donc, pour pouvoir investir dans leur économie, pour être aux normes européennes, pour pouvoir vendre leurs produits en Europe. 8 milliards. Ils n'ont pas eu ce prêt. Ils n'ont pas eu ce prêt pour de tas de raisons, mais ils ne l'ont pas eu. Donc, du coup, ils n'ont pas pu être aux normes européennes pour pouvoir pénétrer sur ce marché. Sauf que l'Union européenne continue de leur acheter leurs produits. Mais étant donné qu'ils ne sont pas aux normes, elle les achète beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ça veut dire que l'Ukraine aujourd'hui, qui espérait de vendre ces produits-là au prix, on va dire, qui sont, on va dire, européens,
ne peut pas les vendre, donc il les vend moins cher que ce qu'il les vendait déjà en Russie, donc il est obligé de baisser ses tarifs et de faire vraiment une production, on va dire, à la chaîne, parce qu'elle ne peut pas rentrer officiellement sur le marché européen. En même temps, on l'a privé de gaz et de l'énergie qui venaient de la Russie, sous prétexte que tu peux pas avoir les deux. Donc là-dedans, il disait, là, on voit très bien comme l'Europe, elle est tout à fait capable de dépenser des milliards et des milliards dans une guerre, mais à l'époque de la paix, où la question était justement, est-ce que l'Ukraine va plutôt basculer de côté de l'Europe ou de côté de la Russie, ils n'ont pas pu lui prêter 8 milliards pour les mettre aux normes. Ils achètent ces produits, mais sacrément moins cher, parce que c'est pas aux normes. Donc, l'hypocrisie là-dedans, elle est plus que totale. Bon. C'est pour ça, justement, je pense que si jamais les nations européennes veulent vraiment assurer les intérêts de leur population, ils devraient recouvrir leur autonomie. Parce que pour le moment, ils sont sous le diktat de l'Union européenne et ce que l'Union européenne décide, ils le subissent. C'est pas qu'ils aient voté, c'est pas qu'ils aient choisi, ils subissent cela. Et continuer à rester sous cette égide-là, ça va continuer toujours à créer des problèmes. Aujourd'hui, on va parler des agriculteurs, demain, on va parler d'autre chose, on va parler de l'industrie, après-demain, on va parler de la technologie. Il y aura toujours quelque chose qui va venir et on dirait que l'Union européenne se prend un réel plaisir à prendre des décisions qui sont très mauvaises pour les citoyens de la communauté européenne. Pas pour tous les citoyens. Oui, Michel, c'est pour ça ils ont peur de faire le référendum. Ils ont peur. Mais pas pour tous les citoyens de la communauté européenne. Regarde, les Allemands sont très contents de ce qui se passe. Tu crois ça, réellement? Une partie des Allemands. Une partie des Allemands. Une partie, enfin, en tout cas, l'industrie allemande se dit que finalement, par exemple avec le Mercosur, ils vont faire du business. Voilà. Mais est-ce que l'agriculture allemande est d'accord? Non. Oui. Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça dépend des secteurs. Oui, ça dépend du secteur. Voilà. Le Fiat, je veux dire, qui était obligé de licencier pour les premières fois de son existence, je ne crois pas que les ouvriers diront la même chose. L'industrie allemande, aujourd'hui, elle est en chute brutale. Non, mais attends. De quoi tu parles, là? Les Allemands sont... Tatiana, moi, je te parle de l'Allemagne actuellement. Je ne parle pas. L'Allemagne aurait pu s'en tirer autrement s'il n'y avait pas eu la guerre d'Ukraine et s'il n'y avait pas eu les choses de Nord Stream et compagnie. Ça, certes. Mais maintenant, l'Allemagne essaye, comme d'habitude d'ailleurs, comme d'habitude en Europe, de faire régner la loi allemande. Voilà, terminé. Et à travers Van der Leyen, d'ailleurs. Qui est la présidente de l'Union européenne? Oui. Oui. Non, mais elle va prêcher pour son l'une contre l'autre, mais pas plus. Mais écoutez, les amis, écoutez-moi. Dans ce cas-là, il faut qu'on aille voter si on veut rester ou pas. Alors pourquoi ils ne font pas ça? Ils ont peur. Mais les Français ont déjà voté. Les Français avaient déjà voté pour ce genre de choses. Oui, on l'a voté en 2005, on n'était pas d'accord. Ils ont fait derrière notre dos pour autre chose. Ils ont dit, peu importe vos votes, nous, on a décidé. Oui. Et c'est ce qu'ils diront pour les avoirs russes, vous allez voir. Peut-être, on va voir ça. On va voir demain. On verra bien, mais bon, au moment où on va nous regarder, je crois que tout le monde saura. On peut faire les paris, hein? Oui, je parie. Philippe? Alors, qui parie pour les avoirs? Moi, je parie qu'ils ne vont pas le faire. Ah, moi j'ai l'impression aussi, je suis un peu comme toi. Et vous deux? Et là? Et Michel? Ils vont pas faire quoi? Ils ne vont pas voler aujourd'hui. Ouais, ils vont pas voler les avoirs, à mon avis.
Disons ils vont essayer de mettre en place des structures. Ça prendra le temps. Mhm. Mais c'est dans leur intérêt, entre guillemets, Hmm. que ces avoirs-là restent sous leur gestion et sous leur distribution. C'est-à-dire qu'ils vont nous enfumer, c'est ça? Oh, mais ils sont très forts dans ça. Pour la paix durable. Faisons la guerre pour la paix durable. Faisons parler des armes pour que la paix soit là. Voilà. Dis donc, Tatiana, toi qui es si au courant de ce qui se passe en Russie, Monsieur Poutine, il a traité les Européens de quoi? De petits cochons. Ah, ça se fait pas, hein. Non, il n'a pas dit ça parce que c'est en français, les petits cochons. Mais je sais pas de quoi il a traité. Non, il est toujours très très aimable cet homme-là. Voilà. Après, non, il a dit que c'était complètement le comportement des autorités en Europe aujourd'hui pour être considéré, on va dire stupide, carrément, pas complètement idiot, parce qu'il me dit, mais ça fait des années et des années, on dit, essayons de discuter, essayons de trouver un compromis, essayons de tous vivre en paix et de collaborer. Et eux, en face, ils essaient, je sais pas, il va avoir une espèce de truc qui retourne tous les mots juste à la frontière, quoi. Donc, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, quoi que je dise, ils arrivent à sortir des trucs de contexte et les présenter autrement. Donc, bon. Enfin, Mais petit cochon, je sais pas. C'est pas très diplomatique, quand même. C'est pas très... Les Européens le traitent bien de ogre et autres. C'est mignon, petit cochon. S'ils retournent les faveurs, il n'y a pas un problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, Philippe, toi, tu dois faire attention. On va te considérer l'agent pro-russe. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier, mais je suis un peu surpris. Petit cochon, exactement. Oui, oui. Les petits brigands, peut-être. Non, petit cochon. Cochon. Ben, les petits cochons de l'histoire des trois petits cochons et du loup avaient de beaux rôles. Hein. Ah oui, oui. Non, mais je vais me renseigner là-dessus parce que il faut voir dans quel contexte c'était dit. C'est pas vraiment les petits cochons. Je veux dire, c'est pas vraiment une formulation russe, quoi, tu vois. Enfin bon. C'est pas un truc qu'on dit peut-être. Peu importe. Bon, ben écoutez, mes chers amis, à bientôt. Alors, à bientôt. Bonne fête de Noël, bonne fête du 1er janvier, parce que moi, je ne serai pas là. Oui. Allez, bonne fête à tous. De samedi, je ne suis plus là. Que le Père Noël nous gâte tous. Oui. Bon, on va boire le champagne français et le vodka russe. Eh bien, embrassez bien vos enfants, des caves de Tatiana. Oui, oui. À Tatiana, elle m'a donné du thé. Oui, ben j'ai toujours l'emballage pour Michel qui attend et je ne touche pas à aller jusqu'à la poste. Ça coûte cher de l'envoyer. Voilà. Je sais, prends ton temps, il n'y a pas urgence. Bon, eh ben, je vous embrasse. Voilà. Merci. Voilà. À l'année prochaine. À l'année prochaine, bonne année, joyeux Noël à tous.